À 7, la tension n'est pas complètement retombée au cabinet d'avocats. Raphaël reste profondément agacé par Gabriel et Soraya, incapables d'oublier l'idée qu'ils se sont faites de son voyage en Thaïlande. Ils ont cru qu'elle comptait profiter de l'argent d'un client pour s'offrir des vacances, alors qu'en réalité, Martin et elle financent eux-mêmes leur séjour. Pour Raphaël, le problème dépasse largement une simple plaisanterie maladroite. Derrière cette erreur de jugement, elle a surtout ressenti une forme de méfiance qui l'a blessée. Elle supporte difficilement d'avoir été soupçonnée de profiter d'un client, d'autant plus que cette accusation touche directement à son intégrité professionnelle. Même si elle continue à travailler, son irritation reste visible dans ses silences et ses réactions. Soraya, de son côté, ne sait plus vraiment comment se comporter. Au hall, elle tombe sur Victoire et lui avoue qu'elle fait tout pour éviter Raphaël. Elle préfère changer de chemin plutôt que d'affronter un nouveau regard froid ou une remarque cinglante. Cette fuite lui semble plus simple sur le moment, même si elle sait qu'elle ne pourra pas esquiver éternellement la confrontation. Gabriel choisit exactement l'attitude inverse. Plutôt que de disparaître, il décide de rester proche de Raphaël et de multiplier les attentions. Il la dorlote, cherche à alléger l'atmosphère, tente de montrer par des gestes qu'il regrette sincèrement son erreur. Sa stratégie n'a rien de spectaculaire, mais elle repose sur une idée simple, assumer sa faute au lieu de l'éviter. Peu à peu, Raphaël semble effectivement se détendre. Sa colère ne disparaît pas d'un seul coup, mais la rigidité qui s'était installée entre elle et Gabriel commence à se fissurer. Elle comprend qu'il essaie réellement de réparer ce qu'il a provoqué. Gabriel, lui, perçoit ce changement comme une petite victoire, la preuve que l'on peut désamorcer une crise en affrontant directement ses conséquences. Cette amélioration apparente ne tarde pourtant pas à provoquer une nouvelle tension ailleurs. En fin de journée, Gabriel se tourne vers Soraya avec une irritation qu'il ne cherche plus à dissimuler. Il lui reproche d'avoir préféré éviter Raphaël pendant que lui faisait face à la situation. Derrière ces mots, ce n'est déjà plus seulement l'histoire du voyage en Thaïlande qui se joue. Gabriel lâche alors une phrase qui révèle la fatigue accumulée. « C'est gentil de m'avoir épaulé, mais j'ai l'habitude. » Soraya comprend immédiatement que cette remarque porte un poids bien plus lourd. Elle sent que Gabriel ne parle plus seulement de Raphaël. Quelque chose de plus intime ressurgit, quelque chose qu'ils avaient peut-être tenté d'enfouir sans jamais vraiment le résoudre. Très vite, Soraya réalise que Gabriel n'a toujours pas digéré les questions du mariage et de l'adoption. Ces sujets restent comme des blessures ouvertes dans leur couple. Même lorsque leur quotidien semble reprendre son cours, ils reviennent brusquement à la surface au détour d'une dispute. Soraya comprend que son compagnon continue à se sentir fragilisé par ce qu'ils n'ont pas réussi à régler ensemble. Le ton monte une nouvelle fois. Gabriel ne veut plus avoir l'impression d'être celui qui affronte toujours les difficultés pendant que Soraya choisit parfois le retrait. De son côté, Soraya ne peut accepter que chacune de ses réactions soit interprétée comme un manque de soutien. Leur échange se transforme alors en confrontation, révélant une lassitude qui dépasse très largement le simple malentendu avec Raphaël. Pendant ce temps, une autre histoire cherche au contraire à se refermer. Warren et Marco apprennent qu'ils pourraient finalement éviter la prison. Grâce à leur collaboration avec la police, ils ne devraient pas se retrouver sur le banc des accusés. Ils seront entendus comme témoins au procès, une perspective qui change profondément la manière dont ils envisagent les conséquences de leurs actes. Pour Lizzie, cette nouvelle représente un immense soulagement. L'idée de voir Warren emprisonné continuait de peser lourdement sur elle. Pourtant, rien n'est encore définitivement réglé. Une menace judiciaire demeure, car Swazik peut toujours décider de porter plainte contre Warren et Marco pour ce qu'elle a subi. Tant qu'elle n'a pas fait connaître sa décision, leur avenir reste suspendu. Swazik, justement, se retrouve face à un choix qui ne relève pas seulement de la justice. Porter plainte signifierait poursuivre le combat, revenir encore sur les événements, continuer à vivre dans une histoire qu'elle souhaite désormais laisser derrière elle. Après les journées éprouvantes qu'elle vient de traverser, elle ressent surtout le besoin de retrouver un peu de calme et de reprendre possession de sa vie. Finalement, Swazik décide de ne pas porter plainte. Ce choix n'efface pas ce qui s'est passé, pas plus qu'il ne transforme Warren et Marco en innocents. Mais il marque sa volonté de mettre un terme à l'escalade. Elle ne veut plus que cette affaire continue à définir ses journées, ses peurs ou ses réactions. Pour elle, tourner la page devient désormais une nécessité. Lorsqu'elle se confie à Samuel, Swazik résume simplement son état d'esprit. « Je veux mettre cette histoire derrière moi. » Derrière ces quelques mots se cache une fatigue profonde. Elle a été secouée, menacée, entraînée dans une situation qui l'a dépassée, et elle comprend maintenant qu'elle ne retrouvera pas sa stabilité en restant constamment tournée vers ce qui vient de se produire. Samuel l'écoute, comprenant que son ami n'a plus envie de nourrir la colère.
Swazik ne cherche ni vengeance ni nouvelle confrontation. Elle veut retrouver une vie plus ordinaire, où les préoccupations quotidiennes remplaceraient enfin l'urgence et la peur. Pourtant, alors qu'elle tente de revenir à cette normalité, un autre détail finit par s'imposer à son esprit. Bruno n'a donné aucune nouvelle. Cette absence prend une dimension particulière parce qu'elle survient juste après la grande déclaration d'amour de Bruno. Swazik ne peut s'empêcher de remarquer ce silence. Après des mots aussi forts, elle aurait pu s'attendre à un message, à un signe, ou simplement à une présence. Mais rien ne vient, et cette disparition soudaine laisse derrière elle une impression étrange, presque contradictoire. Samuel ne résiste pas à l'envie de se moquer gentiment de Bruno, mais Swazik l'arrête rapidement. Malgré le silence de ce dernier, elle ne veut pas qu'il devienne la cible de plaisanteries. Sa réaction montre qu'elle n'est pas totalement indifférente à ce qu'il traverse. Elle préfère ne pas tirer de conclusions trop vite, consciente que chacun gère ses émotions à sa manière. Plus tard, alors que Swazik tente précisément de reprendre une vie plus calme, le hasard place Warren et Marco sur son chemin. Les deux hommes l'aperçoivent dans la rue et comprennent immédiatement que ce face-à-face ne peut pas être traité comme une rencontre banale. Ils savent ce qu'elle a traversé à cause d'eux et savent aussi que quelques mots ne suffiront probablement pas à effacer les conséquences. Warren et Marco choisissent pourtant de s'approcher. Leur attitude est différente de celle qu'ils avaient dans les moments les plus tendus de cette affaire. Ils ne cherchent ni à se justifier ni à minimiser ce qui s'est produit. Ils présentent leurs excuses à Swazik, avec la conscience que leur comportement a provoqué chez elle une peur dont ils ne peuvent pas mesurer entièrement les effets. Pour montrer qu'ils souhaitent réellement faire un pas vers elle, Warren et Marco lui offrent des pâtisseries préparées maison. Le geste peut paraître simple, presque maladroit après ce qu'ils ont vécu, mais il porte une intention évidente, ils essaient de remplacer la tension par quelque chose de plus humain. Swazik observe leur démarche sans oublier pour autant les événements des derniers jours. Sa réaction surprend probablement les deux hommes. Au lieu de les repousser ou de mettre immédiatement fin à la conversation, Swazik leur propose de boire un café ensemble. Ce choix correspond parfaitement à ce qu'elle expliquait un peu plus tôt à Samuel. Elle ne veut plus rester prisonnière de cette histoire. Elle cherche désormais à comprendre, à fermer une porte plutôt qu'à l'entretenir constamment ouverte. Cette invitation ne signifie pas que Swazik efface soudainement le passé. Elle sait ce qu'elle a ressenti, elle se souvient de la peur et de l'incertitude. Pourtant, elle préfère désormais essayer de comprendre ce qui a poussé Warren et Marco à agir ainsi. Pour elle, cette conversation représente peut-être la possibilité de sortir définitivement d'une logique faite de colère, de culpabilité et de confrontation. Dans un tout autre registre, l'inquiétude commence cependant à gagner Nordine. Depuis qu'il a reçu un étrange message vocal, le policier ne parvient pas complètement à l'oublier. Quelque chose dans cette voix et dans le contenu du message le dérange, même s'il ne dispose encore d'aucun élément concret lui permettant d'affirmer qu'une menace réelle pèse sur lui ou sur ses collègues. Nordine en parle avec Karim, espérant sans doute qu'un regard extérieur permettra de remettre l'affaire à sa juste place. Ensemble, les deux policiers examinent la situation et finissent par envisager une hypothèse assez rassurante. Il pourrait simplement s'agir d'une mauvaise blague. Un adolescent aurait pu créer ce message pour provoquer les enquêteurs ou s'amuser de leur réaction. Cette explication semble plausible, suffisamment en tout cas pour qu'il ne déclenche pas immédiatement une mobilisation importante. Pourtant, derrière cette légèreté apparente, une question reste suspendue. Et si ce message n'était pas une plaisanterie? Et si la voix mystérieuse cherchait réellement à les prévenir de quelque chose? Pour l'instant, rien ne permet encore à Nordine et Karim d'imaginer ce qui se prépare. Pendant ce temps, loin du commissariat et de ses interrogations, Sarah et Roxane décident de profiter d'une petite journée à la plage. Après les tensions du travail et le rythme parfois éprouvant des enquêtes, ce moment à deux ressemble à une parenthèse bienvenue. Elles peuvent enfin se retrouver, loin des dossiers, des urgences et des conversations qui tournent constamment autour du danger. L'atmosphère change pourtant brutalement lorsque Sarah commence à se sentir mal. Elle ressent d'abord des bouffées de chaleur, puis sa tête se met à tourner. Ses oreilles sifflent, ses repères deviennent moins nets. Ces symptômes évoquent ceux d'un malaise vagal, quelque chose qui pourrait encore sembler relativement banal au tout début. Mais très rapidement, la situation devient beaucoup plus inquiétante. Roxane voit l'état de sa femme se dégrader sous ses yeux. Sarah ne parvient plus à contrôler ce qui lui arrive et finit par perdre connaissance. La scène devient encore plus terrifiante lorsqu'elle commence à convulser. En quelques secondes, la journée tranquille qu'elles avaient imaginée disparaît complètement, remplacée par une urgence médicale dont Roxane ignore encore totalement l'origine. Face à Sarah inconsciente, Roxane ne peut qu'assister avec angoisse à cette crise soudaine.
Elle connaît sa femme, elle sait que rien dans leur journée ne permettait d'anticiper une telle réaction. Ce caractère brutal rend la situation encore plus incompréhensible. Il ne s'agit plus d'un simple malaise passager, quelque chose de beaucoup plus grave semble avoir touché Sarah. Sarah est immédiatement conduite aux urgences de l'hôpital Saint-Clair. William prend rapidement en charge la policière afin de comprendre ce qui a provoqué cette perte de connaissance et ses convulsions. Pour Roxane, commence alors une attente particulièrement éprouvante. Elle possède de nombreuses compétences lorsqu'il s'agit d'enquêter, d'analyser ou de chercher des réponses, mais face à l'état de sa femme, elle ne contrôle plus rien. Les examens finissent par apporter un premier élément concret. Sarah a été victime d'une intoxication à la psilocybine, le principe actif contenu dans certains champignons dits « magiques ». Le résultat surprend immédiatement William. Une telle substance explique les symptômes déjà observés, mais elle soulève surtout une question essentielle. Comment a-t-elle pu se retrouver dans l'organisme de Sarah ? William cherche logiquement à comprendre si Sarah aurait pu consommer volontairement cette substance. Il demande alors à Roxane si sa femme se drogue. Pour elle, la question paraît presque inconcevable. Roxane connaît suffisamment Sarah pour rejeter immédiatement cette hypothèse. Dans son esprit, une conclusion s'impose beaucoup plus vite. Sarah n'a pas pris cette substance de son plein gré. Roxane est convaincue que sa femme a été empoisonnée. Cette certitude transforme immédiatement le sens de toute la situation. Ce qui ressemblait encore à un accident médical devient potentiellement une agression ciblée. Sarah, policière expérimentée, pourrait avoir été volontairement exposée à une substance hallucinogène. Mais Roxane ignore encore quand, où et surtout de quelle manière quelqu'un aurait pu l'atteindre. Au commissariat de Sète, l'information parvient rapidement aux collègues de Sarah. Karim, Nordine et Martin prennent connaissance de son dossier médical et comprennent que cette intoxication ne peut pas être traitée comme un incident isolé. Presque naturellement, leur attention revient alors vers le mystérieux message vocal reçu par Nordine, que quelques heures auparavant ils envisageaient encore comme une simple plaisanterie. Cette fois, le rapprochement paraît beaucoup plus inquiétant. Une policière vient d'être victime d'une intoxication inexpliquée, tandis qu'un message étrange circule déjà autour des enquêteurs. Karim, Nordine et Martin commencent à se demander si les deux événements sont liés. L'hypothèse qui paraissait excessive plus tôt devient soudain impossible à ignorer. Quelqu'un pourrait être en train de les viser délibérément. Face à cette possibilité, les policiers décident d'ouvrir une nouvelle enquête. La plaisanterie supposée change brutalement de nature. Désormais, chaque détail peut compter. Le message vocal, la substance retrouvée dans l'organisme de Sarah, les circonstances de son malaise et tous les endroits où elle a pu être exposée. Mais pendant qu'ils commencent à chercher des réponses, Sarah n'est toujours pas sortie du danger psychologique provoqué par la psilocybine. À l'hôpital Saint-Clair, Sarah finit par reprendre connaissance, mais ce réveil n'apporte pas immédiatement le soulagement espéré. La psilocybine continue d'agir sur son organisme et brouille profondément sa perception. Ses yeux s'ouvrent sur un monde devenu instable, déformé, menaçant. Les visages familiers perdent leurs contours rassurants et chaque geste autour d'elle peut soudain prendre une signification terrifiante. Roxane reste auprès d'elle, consciente que les effets de la substance peuvent durer plusieurs heures. Elle voudrait pouvoir expliquer à Sarah que tout ce qu'elle voit n'est pas réel, mais la raison n'a plus beaucoup de prise sur elle. La policière, d'ordinaire capable d'analyser une situation avec sang-froid, se retrouve prisonnière de sensations qu'elle ne peut ni contrôler ni remettre en question. Nord intervient simplement pour effectuer les gestes habituels liés à sa prise en charge. Elle tient un thermomètre dans sa main, un objet parfaitement banal dans une chambre d'hôpital. Pourtant, pour Sarah, cette image se transforme immédiatement. Son esprit altéré ne voit plus une soignante venue vérifier son état, mais une menace directe. Le thermomètre devient, dans son hallucination, une arme pointée contre elle. La peur de Sarah se transforme presque aussitôt en réaction défensive. Convaincue que Nord veut lui faire du mal, elle s'en prend à elle sans mesurer ce qu'elle fait réellement. La scène est aussi brutale qu'absurde pour ceux qui la regardent, car Nord n'a évidemment aucune intention hostile. Mais dans l'univers halluciné de Sarah, le danger paraît incontestable, presque tangible. Roxane comprend immédiatement que sa femme ne contrôle plus ses réactions. Elle intervient pour la canaliser, essayant de l'empêcher de blesser Nord tout en évitant d'accentuer sa panique. Ce moment est particulièrement éprouvant pour elle. La femme qu'elle connaît, avec laquelle elle partage sa vie, semble momentanément enfermée derrière une peur que personne autour d'elle ne peut atteindre. Sarah finit par être contenue, mais la scène laisse une impression profondément inquiétante. Son intoxication ne se limite donc pas à un malaise physique. La substance agit sur sa perception, sa confiance et son instinct. Tout peut devenir une menace.
Pour Roxane, cette réalité rend encore plus insupportable l'idée que quelqu'un ait pu provoquer volontairement cet état chez sa femme. Dans le même temps, l'enquête prend forme au commissariat. L'hypothèse d'un empoisonnement volontaire n'est plus une simple intuition de Roxane. Les circonstances imposent désormais de vérifier méthodiquement toutes les possibilités. Les policiers doivent comprendre comment Sarah a ingéré de la psilocybine et surtout déterminer si quelqu'un a préparé cette intoxication dans le but précis de la désorienter ou de la mettre en danger. George se voit confier une tâche essentielle. Il récupère les clés du domicile de Sarah et Roxane afin de procéder à une perquisition. L'objectif est clair, retrouver des traces de psilocybine chez elle. Une telle découverte permettrait d'identifier plus facilement le support utilisé pour l'empoisonnement et renforcerait l'idée que Sarah a été exposée à la substance à son insu. Avant de partir, George explique également à Roxane que les enquêteurs ont besoin d'elle pour une autre partie du dossier. Le mystérieux message vocal reçu précédemment pourrait être lié à une technologie d'intelligence artificielle. Or Roxane possède justement les compétences nécessaires pour analyser cette piste et déterminer si la voix a été générée artificiellement plutôt qu'enregistrée par une personne réelle. Cette demande place Roxane dans une position particulièrement difficile. Sa femme est hospitalisée après avoir été victime d'une intoxication et continue de subir des hallucinations violentes. Pourtant, dans le même temps, son expertise pourrait permettre d'identifier celui ou celle qui se cache derrière cette affaire. Elle doit donc passer brutalement de l'angoisse personnelle à la concentration indispensable à une enquête policière. George commence alors sa recherche au domicile du couple. Il inspecte les lieux avec l'espoir de trouver un produit, un reste de champignon, une préparation ou n'importe quel élément contenant la substance recherchée. Chaque objet pourrait théoriquement fournir une piste. Une découverte concrète permettrait enfin de reconstituer la manière dont Sarah a été contaminée avant son malaise à la plage. Mais les heures passent et les recherches restent infructueuses. George ne trouve aucune trace de psilocybine dans l'appartement. Aucun élément évident ne permet de comprendre comment la substance est entrée dans l'organisme de Sarah. Cette absence de preuves fragilise les scénarios les plus simples et renforce l'impression que l'empoisonnement a été soigneusement préparé pour ne laisser presque aucune trace. Le résultat pose une question particulièrement dérangeante. Si Sarah n'avait pas de psilocybine chez elle, à quel moment a-t-elle pu être exposée ? Quelqu'un a-t-il contaminé une boisson ou un aliment sans qu'elle s'en rende compte ? L'enquête ne possède encore aucune réponse. Les policiers savent seulement que la piste domestique ne leur offre pas la preuve qu'ils espéraient trouver. Pour Roxane, cette absence de traces confirme surtout une chose, l'affaire est bien plus complexe qu'une consommation accidentelle. Elle reste persuadée que Sarah n'aurait jamais pris volontairement cette substance. Plus les recherches avancent sans fournir d'explications simples, plus la possibilité d'une attaque ciblée devient crédible. Quelqu'un semble avoir réussi à atteindre Sarah tout en effaçant soigneusement son passage. De retour au commissariat, Roxane se replonge alors dans l'autre élément central du dossier, le message vocal. Elle analyse la voix, ses caractéristiques et la manière dont elle a été produite. Son expertise finit par apporter une confirmation importante. Le message n'a pas été prononcé de manière classique, la voix a bien été générée artificiellement grâce à une application d'intelligence artificielle. Cette découverte modifie considérablement la nature de la menace. Le responsable ne se contente pas de cacher son identité derrière un appel anonyme. Il utilise une technologie capable de fabriquer une voix, probablement afin d'empêcher les policiers de reconnaître son timbre ou de remonter facilement jusqu'à lui. Tout indique une volonté de brouiller les pistes et de contrôler la manière dont les enquêteurs reçoivent ces messages. Roxane poursuit son analyse et obtient une information encore plus précieuse. La personne qui a créé cette voix apparaît toujours active sur l'application d'intelligence artificielle. Pour la première fois depuis le début de cette étrange affaire, les policiers disposent donc d'un contact potentiel avec celui qui se cache derrière le message. Roxane comprend immédiatement qu'elle peut tenter de provoquer une réaction. Plutôt que de rester passive, elle choisit de s'adresser directement à l'inconnu. Avec prudence, elle rédige un message destiné à flatter son intelligence tout en l'incitant à expliquer ses motivations. Bravo pour cette énigme plutôt maligne. Quel est votre but ? Chaque mot est pensé pour éviter de faire fuir l'interlocuteur et l'encourager à poursuivre son jeu. L'attente qui suit est lourde. Roxane ignore si l'inconnu répondra, s'il comprendra qu'elle cherche à le pousser à parler ou s'il préférera simplement disparaître. Pourtant, la réponse arrive. Et loin d'apaiser les inquiétudes, elle donne soudain une dimension encore plus grave à tout ce qui vient de se produire autour de Sarah et du mystérieux message vocal. L'auteur écrit « Je vous laisse une seconde chance. Saurez-vous sauver le second justicier ?» La formulation n'a rien d'une plaisanterie improvisée. Elle ressemble à une nouvelle énigme, mais surtout à un avertissement.
Le mot « second » change immédiatement la perspective. Sarah pourrait n'avoir été que la première étape d'un scénario déjà préparé. Aurore, qui lit le message en même temps que Roxane, comprend la menace sans avoir besoin de longues explications. Quelqu'un annonce explicitement une prochaine cible. Plus inquiétant encore, la référence au « second justicier » semble désigner une personne appartenant au monde de l'enquête ou de la justice. La police n'a désormais plus affaire à une attaque isolée, mais potentiellement à une série. Pour Roxane, cette découverte transforme son inquiétude en urgence. Sa femme vient à peine d'échapper au pire, et l'auteur de l'attaque leur annonce déjà qu'une autre personne est menacée. Il ne cherche même plus seulement à se cacher, il semble vouloir défier les enquêteurs, tester leur capacité à comprendre ces indices avant qu'il ne soit trop tard. Aurore et Roxane savent désormais qu'elles doivent agir vite. Chaque minute compte, mais elles ignorent encore l'identité de la prochaine victime. Le message ne fournit qu'une formule énigmatique, suffisamment précise pour provoquer la peur, mais assez vague pour empêcher toute protection immédiate. Quelque part à 7, un deuxième « justicier » pourrait déjà être dans la ligne de mire de l'empoisonneur. La découverte du nouveau message change complètement l'atmosphère au commissariat. Jusqu'ici, les enquêteurs pouvaient encore espérer que l'intoxication de Sarah soit un événement isolé, aussi troublant soit-il. Désormais, cette hypothèse s'effondre. Quelqu'un leur parle directement, revendique une forme de jeu et annonce qu'une deuxième personne risque d'être visée. L'urgence devient impossible à ignorer. Aurore relit attentivement les mots laissés par l'inconnu. « Je vous laisse une seconde chance » ressemble moins à une simple provocation qu'à un reproche. Le responsable semble considérer que les policiers ont déjà échoué une première fois, probablement avec Sarah. Il leur accorde maintenant une nouvelle occasion de comprendre ces règles avant qu'une autre victime ne subisse à son tour les conséquences de cette étrange mise à l'épreuve. Roxane, elle, ne peut s'empêcher de penser à sa femme. Quelques heures plus tôt, Sarah convulsait devant elle sur la plage, puis se débattait contre des hallucinations à l'hôpital. Ces images restent encore extrêmement présentes dans son esprit. Lire maintenant qu'un « second justicier » pourrait être menacé lui donne le sentiment que ce cauchemar ne fait que commencer. Le terme utilisé par l'auteur du message attire particulièrement l'attention. Pourquoi parler de « justicier » ? Ce mot semble désigner quelqu'un chargé d'enquêter, de protéger ou de rendre justice. Pour Aurore, l'interprétation paraît rapidement évidente, la prochaine cible pourrait se trouver parmi les enquêteurs. La menace ne concerne donc peut-être pas simplement un habitant de 7 choisi au hasard, mais directement leur groupe. Cette possibilité rend la situation encore plus dangereuse. Les policiers doivent continuer à travailler tout en sachant que l'un d'eux peut être observé ou préparé comme prochaine victime. L'inconnu semble connaître suffisamment leur environnement pour construire ses énigmes autour d'eux. Pourtant, rien ne permet encore de déterminer quel collègue il a choisi ni de quelle manière il compte frapper une seconde fois. Pendant ce temps, Sarah reste à l'hôpital sous surveillance. Les effets de la psilocybine peuvent se prolonger pendant plusieurs heures, et son réveil violent a déjà montré à quel point son esprit demeure fragile. Roxane sait qu'elle devrait pouvoir rester simplement à son chevet, lui tenir la main et attendre que les hallucinations cessent. Mais l'enquête l'oblige déjà à regarder ailleurs. Cette contradiction est douloureuse. Roxane est à la fois l'épouse d'une victime et une professionnelle capable de fournir aux enquêteurs une piste décisive. Elle doit donc transformer sa peur en concentration, analyser froidement un message alors que celui-ci concerne peut-être directement l'empoisonnement de la femme qu'elle aime. Chaque détail technique prend alors une dimension profondément personnelle. Au commissariat, les heures précédentes reviennent naturellement dans les discussions. Nordine se souvient du moment où lui et Karim avaient envisagé qu'un adolescent soit simplement à l'origine du message vocal. Cette hypothèse paraît maintenant presque naïve. Ce qui semblait n'être qu'une plaisanterie numérique s'inscrit désormais dans un scénario beaucoup plus inquiétant, où une véritable victime a déjà été hospitalisée. Pour Karim aussi, la perspective change brutalement. L'équipe n'a plus seulement besoin d'identifier l'auteur du message, elle doit essayer d'anticiper son prochain geste. Or l'inconnu ne leur donne aucun nom, aucun lieu, aucune indication claire. Ils se contentent d'une formule qui les oblige à interpréter. Cette absence de précision semble volontaire, comme s'ils souhaitaient précisément les voir chercher dans l'urgence. Martin mesure également la gravité de la situation. Comme responsable du commissariat, il ne peut pas laisser la peur dicter les réactions de l'équipe. Pourtant, il sait que la menace touche désormais des collègues qu'il connaît personnellement. Sarah vient d'être atteinte, et personne ne peut encore garantir que l'empoisonneur n'est pas déjà en train de préparer une nouvelle attaque contre quelqu'un d'autre. L'affaire prend donc une dimension psychologique en plus de l'enquête classique. Le responsable paraît vouloir créer de l'incertitude,
pousser les policiers à douter de chaque détail et peut-être même les obliger à remettre en question leur propre sécurité. En utilisant une voix artificielle et des messages énigmatiques, il garde une distance qui lui permet de rester invisible tout en imposant sa présence à chaque instant. Roxane sait néanmoins qu'il a commis une erreur importante, il continue à utiliser l'application d'intelligence artificielle. Cette présence numérique représente une forme de lien entre lui et les enquêteurs. Même si son identité reste inconnue, il accepte de répondre. Cela signifie qu'il veut probablement être entendu, qu'il tient à observer leurs réactions et qu'il n'a pas encore décidé de disparaître complètement. Mais ce contact constitue aussi un risque. Chaque message envoyé par Roxane peut provoquer une nouvelle réponse ou, au contraire, pousser l'individu à accélérer son plan. Elle doit donc résister à la tentation de l'affronter directement. Son premier message a été suffisamment prudent pour obtenir une réaction, mais la réponse montre clairement que l'inconnu souhaite imposer ses propres règles à la conversation. Dans le même temps, l'absence de psilocybine retrouvée chez Sarah et Roxane continue de compliquer l'enquête. George a fouillé leur domicile sans trouver le moindre élément permettant d'expliquer l'intoxication. Ce résultat signifie que les policiers ne peuvent pas encore reconstituer le parcours de la substance. Ils savent ce que Sarah a absorbé, mais ignorent toujours comment cela s'est produit. Cette énigme technique nourrit un malaise supplémentaire. Pour réussir à empoisonner Sarah sans laisser de traces chez elle, le responsable a peut-être choisi un moment où elle ne pouvait rien soupçonner. Mais aucun élément concret ne permet encore de déterminer lequel. Les enquêteurs doivent donc avancer sans extrapoler, en s'appuyant uniquement sur les faits déjà établis, intoxication, message généré par IA et annonce d'une deuxième cible. À l'hôpital, lorsque Sarah retrouve par instant davantage de calme, la violence de ses hallucinations demeure dans les esprits. Nor, qui n'avait qu'un thermomètre dans la main, s'est retrouvée transformée en menace armée dans la perception de la policière. Cette scène illustre avec brutalité ce que l'empoisonneur a réussi à provoquer, il a retourné les propres réflexes de Sarah contre ceux qui essayaient simplement de la soigner. Roxane en est profondément marquée. Voir Sarah méfiante envers Nor, puis tenter de se défendre contre un danger imaginaire, lui rappelle que l'attaque ne cherchait peut-être pas uniquement à la rendre malade. La psilocybine a détruit temporairement sa capacité à distinguer la réalité de l'hallucination. Quelle que soit l'intention exacte du responsable, les conséquences auraient pu devenir encore plus graves. Par contraste, les problèmes qui occupaient les personnages quelques heures auparavant paraissent presque appartenir à un autre monde. Gabriel et Soraya se déchiraient encore autour de leur non-dit, tandis que Swazik cherchait à refermer une période difficile avec Warren et Marco. À présent, au commissariat et à Saint-Clair, une nouvelle menace concentre toutes les inquiétudes autour de Sarah et de ceux qui enquêtent. Pourtant, ces différentes histoires partagent une même fragilité, chacun tente de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe. Soraya et Gabriel découvrent que leurs blessures anciennes restent présentes. Swazik choisit consciemment de ne plus laisser les événements récents déterminer son avenir. Roxane, elle, n'a pas encore ce luxe. Elle doit comprendre qui a attaqué Sarah avant que l'inconnu ne frappe à nouveau. Aurore ne quitte pas des yeux la formule du « second justicier ». Plus elle la relit, plus elle considère qu'elle vise quelqu'un appartenant à leur univers professionnel. L'équipe ne sait pas encore qui protéger en priorité, mais elle sait désormais qu'elle doit considérer chaque membre comme une cible potentielle. Le piège de l'empoisonneur fonctionne déjà, l'incertitude s'installe partout. La question devient alors terriblement simple et pourtant impossible à résoudre. Qui sera le prochain ? L'auteur du message semble persuadé que les policiers disposent des éléments nécessaires pour trouver la réponse, puisqu'il parle d'une « seconde chance ». Mais pour eux, les indices restent encore fragmentaires. Ils ont compris qu'un jeu est en cours sans parvenir à en saisir les règles précises. Roxane refuse cependant de céder à la panique. Elle sait que l'émotion pourrait lui faire manquer un détail essentiel. Malgré l'état de Sarah et la menace qui plane sur ses collègues, elle continue d'analyser les informations disponibles. Sa priorité est désormais double. Découvrir comment sa femme a été empoisonnée et identifier le « second justicier » avant que le mystérieux adversaire ne puisse mettre sa nouvelle menace à exécution. Au commissariat, la menace du « second justicier » continue de peser lourdement sur l'équipe. Personne ne sait encore qui l'inconnu désigne, mais chacun comprend désormais que l'intoxication de Sarah n'était probablement pas un incident isolé. La première attaque a laissé une collègue à l'hôpital, désorientée par de violentes hallucinations. La suivante pourrait frapper avant même que les policiers ne comprennent comment tout a commencé. Roxane reste concentrée sur l'unique élément qui leur offre encore un lien direct avec l'auteur, l'application d'intelligence artificielle utilisée pour générer la voix du message.
Le fait que l'individu soit toujours présent sur cette plateforme signifie qu'il ne cherche pas seulement à disparaître. Il accepte au contraire de laisser une trace, comme s'il voulait maintenir un dialogue et observer la manière dont les enquêteurs réagissent. Cette attitude rend son comportement encore plus dérangeant. Il ne s'est pas contenté d'empoisonner Sarah puis de s'éloigner. Il revient vers les policiers, leur parle de « seconde chance » et leur impose une nouvelle énigme. Chaque message semble construit pour provoquer chez eux un mélange de peur et de frustration. Ils savent qu'une personne est menacée, mais ils ne disposent pas encore de suffisamment d'éléments pour l'identifier. Aurore reste persuadée que le terme « justicier » désigne quelqu'un appartenant à l'univers de la police ou de la justice. Cette interprétation place immédiatement les enquêteurs dans une position particulièrement inconfortable. Ils doivent poursuivre leur travail tout en envisageant que l'un d'entre eux soit la prochaine victime. La menace ne vient plus de l'extérieur, elle semble se rapprocher directement de leur cercle professionnel. Martin, Karim et Nordine doivent donc reprendre toute l'affaire depuis le commencement. Le mystérieux message vocal, d'abord considéré comme une plaisanterie, prend désormais une importance centrale. Nordine repense forcément à la légèreté avec laquelle lui et Karim avaient envisagé la possibilité d'un adolescent farceur. Avec Sarah hospitalisée, cette explication paraît définitivement dépassée, et le sentiment d'avoir peut-être sous-estimé l'avertissement devient difficile à ignorer. Pourtant, aucun des policiers ne pouvait imaginer ce qui allait suivre. Le message ne contenait pas d'indications suffisamment claires pour prévoir l'empoisonnement de Sarah. Désormais, ils savent seulement qu'ils doivent prendre chaque nouvelle communication au sérieux. Le responsable semble aimer les énigmes, mais derrière ce jeu apparent se trouvent de véritables victimes, et c'est précisément ce qui transforme ces provocations en menaces concrètes. À Saint-Clair, Sarah continue progressivement à sortir des effets de la psilocybine. Son état rappelle cependant à Roxane la brutalité de ce qui vient de se produire. Quelques heures auparavant, Sarah pensait voir Nord brandir une arme alors qu'elle ne tenait qu'un thermomètre. La substance avait temporairement transformé l'environnement hospitalier le plus rassurant en un espace rempli de dangers imaginaires. Cette perte totale de repères a profondément bouleversé Roxane. Elle connaît la détermination et le sang-froid de Sarah, mais elle a découvert une femme incapable de distinguer ce qui existait réellement de ce que son cerveau fabriquait. L'attaque l'a rendue vulnérable d'une manière particulièrement cruelle. Quelqu'un a réussi à neutraliser sa capacité d'analyse sans avoir besoin de l'affronter directement. Le travail de Georges n'a malheureusement pas permis de comprendre le mode opératoire. La perquisition du domicile de Sarah et Roxane n'a révélé aucune trace de psilocybine. Ce résultat écarte au moins une piste évidente, mais il ne rapproche pas encore les enquêteurs de la vérité. Ils ignorent toujours comment la substance a été administrée et à quel moment Sarah a pu entrer en contact avec elle. Cette absence de réponse nourrit désormais toutes les inquiétudes. Si l'empoisonneur peut atteindre une policière sans laisser de traces chez elle, il pourrait théoriquement recommencer contre quelqu'un d'autre de la même manière. C'est précisément ce que suggère son nouveau message. L'équipe n'a pas seulement besoin d'identifier la prochaine cible, elle doit également comprendre comment cette personne risque d'être attaquée. Pendant ce temps, loin de cette enquête, Swazik tente réellement d'appliquer la décision qu'elle a prise. En choisissant de ne pas porter plainte contre Warren et Marco, puis en acceptant leurs excuses, elle refuse de continuer à vivre dans la colère. Le café qu'elle leur propose représente moins un oubli qu'une volonté de comprendre et de refermer enfin une période qui l'a profondément éprouvée. Warren et Marco, eux, savent que cette ouverture ne gomme pas leurs responsabilités. Leur situation judiciaire est néanmoins beaucoup moins lourde qu'ils ne le craignaient. Grâce à leur collaboration avec la police, ils seront entendus comme témoins plutôt que placés sur le banc des accusés. Pour Lizzie, cette perspective est un soulagement immense après l'incertitude qui pesait sur le sort de Warren. Le geste des pâtisseries faites maison prend alors tout son sens. Les deux hommes ne peuvent pas annuler ce qui s'est passé, mais ils essaient au moins de montrer à Swazik qu'ils regrettent leurs actes. En acceptant de partager un café avec eux, elle ne minimise pas ce qu'elle a vécu. Elle choisit simplement de ne pas prolonger volontairement une guerre qu'elle ne veut plus mener. Swazik reste également intrigué par le silence de Bruno. Après une déclaration d'amour aussi importante, son absence de nouvelles ne peut pas passer totalement inaperçue. Samuel préfère en plaisanter, mais Swazik le rappelle immédiatement à l'ordre. Elle ne veut pas se moquer de Bruno, même si elle ne sait pas encore comment interpréter son retrait soudain après des paroles aussi fortes. Au cabinet, Gabriel et Soraya traversent au contraire une période où rien ne semble réellement apaisé. Raphaël commence à pardonner Gabriel parce qu'il a assumé son erreur et cherché ouvertement à se racheter. Soraya, elle, a choisi l'évitement.
Cette différence d'attitude devient rapidement un nouveau prétexte pour faire ressortir les frustrations qui existaient déjà dans leur couple bien avant cette histoire. Lorsque Gabriel lui reproche son comportement, Soraya comprend que le problème va beaucoup plus loin. Le mariage et l'adoption restent des sujets qu'il n'a pas véritablement digérés. Derrière une dispute apparemment banale se cachent donc des blessures profondes. Le couple continue d'avancer, mais chaque tension révèle que certaines questions importantes n'ont jamais été réellement refermées entre eux. Ainsi, tandis que Swazik essaie de tourner la page, Gabriel et Soraya restent enfermés dans leur non-dit. Et pendant que leurs conflits personnels occupent encore leur quotidien, une menace bien plus sombre se développe au commissariat. Sarah vient à peine de survivre à une intoxication volontaire que l'auteur annonce déjà la prochaine étape de son plan, comme s'il maîtrisait parfaitement le rythme des événements. Roxane et Aurore n'ont désormais plus le droit de considérer ces paroles comme une simple provocation. Le message est clair sur un point essentiel, il existe un second justicier. Quelqu'un va être ciblé, et l'inconnu semble persuadé que les policiers doivent être capables de découvrir son identité avant qu'il ne frappe. Cette certitude transforme chaque minute perdue en un risque supplémentaire. Pour Roxane, l'enquête devient plus personnelle que jamais. Elle doit comprendre qui a empoisonné Sarah, mais surtout empêcher que la même personne ne s'en prenne à une nouvelle victime. Entre l'état encore fragile de sa femme et cette menace dirigée contre les enquêteurs, elle avance désormais avec une peur qu'elle ne peut plus mettre de côté. À 7, le danger change ainsi de visage. Il ne se manifeste pas par une attaque ouverte, mais par une substance invisible, une voix artificielle et quelques mots soigneusement choisis. L'empoisonneur garde son identité cachée tout en restant assez proche pour défier directement la police. Et désormais, une seule question domine toutes les autres. Sauront-ils sauver le second justicier avant qu'il ne soit trop tard ?